Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir à nouveau avec ce webinaire Sillegals France. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est de parler du pitch deck, donc le fameux support sur la base duquel on a vocation à convaincre des investisseurs, mais pas que des investisseurs, il existe différents types de pitch. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur convaincre des investisseurs et qui de mieux que des investisseurs pour parler de ce sujet et pour donner des feedbacks. On est très content d'accueillir nos amis de chez Campus Found avec Nicolas et Romain ce matin. Salut les gars, vous allez bien? Salut Florent, merci pour l'invitation, l'organisation. Avec plaisir, Tout va bien, avec tout va plaisir. bien. Tout va bien. Vous voyez pas mal de pitch decks passer comme nous chez Seed Legals. Généralement, c'est des projets qui sont assez jeunes, c'est en phase d'amorçage. Vous allez présenter Campus Fund parce que vous avez une thèse d'investissement qui est d'accompagner des jeunes entrepreneurs parce qu'ils ont vocation à être soit en école, soit sortis tout juste d'école, mais vous allez nous dire un peu plus sur cette thèse d'investissement qui est la vôtre et également les montants que vous investissez et à quelle maturité des projets. Euh, et nous, côté Seed Legals, peut-être pour donner deux mots d'introduction, vous nous connaissez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, Seed Legals, on accompagne sur la partie à la fois stratégique de financement, donc on aide justement à la définition et à consolider votre pitch deck, votre présentation, également sur votre prévisionnel, à définir quelque chose de cohérent. Quand bien même on a un stade de financement assez jeune, il faut quand même faire cet exercice. Mais on va en parler ensemble tous les trois ce matin. Et également sur la partie roadshow, comment aller solliciter des investisseurs, générer un maximum de rendez-vous d'investisseurs qualifiés, savoir aussi quel profil d'investisseurs vous allez cibler. Ça aussi, c'est une question qu'on pourra aborder ensemble ce matin. Et évidemment, si les gars, nous, on vous accompagne également sur la partie stratégique, en plus de cette partie, enfin juridique plutôt, en plus de cette partie stratégique, lapsus, et on vous permet de faire tout le juridique. Si légal, c'est 150 personnes entre le Royaume-Uni, l'Irlande et la France. Et pour en terminer avec ma présentation, je m'occupe de l'équipe française. Moi, je suis avocat de formation, ex-entrepreneur, et je suis en charge de l'équipe ici à Seed Legals France. Maintenant que j'ai fait cette présentation, dernier petit mot pour vous dire que on a un certain nombre d'inscrits. N'hésitez pas à poser directement vos questions. On les prendra à la volée avec Nicolas et Romain de façon à rendre interactive cette présentation et répondre surtout à vos questions. Je pense que c'est l'idée également de ce webinar, de le rendre didactique, éducatif, pédagogique. Et je vous laisse maintenant vous présenter en deux mots et encore merci pour votre participation ce matin. Merci Florent. Merci Florent. Écoute, avec plaisir pour renouveler notre partenariat sur cette conférence. Effectivement, avec Campus Fund, on voit beaucoup de dossiers passer. Le pitch deck, hein, qui est l'arme essentielle et nécessaire pour convaincre les investisseurs. Et donc, quand tu nous as proposé le format, on le fait avec plaisir parce que on a quand même ce retour d'expérience. On voit à peu près 1000 boîtes par an. Donc, on va en parler par la suite, mais donc en deux parties pour faire cette presse. Premièrement, on va parler de Campus Fund pour que vous compreniez bien où on se situe. Et après, on fera vraiment cette deuxième partie dédiée à comment faire un bon pitch deck. Donc, sur la première partie, je me lance directement. Campus Fund a été créé par Nicolas et moi. On est meilleurs amis de base depuis tout petit. On a lancé Campus Fund il y a 3 ans quand on était confinés pour la seconde fois. En étant passionné de finance et de VC, on s'est rendu compte qu'il y avait un modèle qui était super porteur aux États-Unis, qui était dédié à financer finalement les étudiants sur les campus. Et donc, on se retournait un peu sur cette tendance qui commençait à évoluer pas mal au Canada, à Israël, qui commençait à arriver en Angleterre, en Europe, mais en France, rien. Et pour autant, les fonds qui s'étaient lancés commençaient à avoir des belles performances. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun player qui s'est lancé sur ce marché-là en France, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il y a un problème de fonds, d'entrepreneuriat? Donc, on a poussé la porte des campus, on allait voir s'il y avait des étudiants qui voulaient créer des boîtes, qui avaient besoin d'un premier chèque. Et donc, on a vraiment pris une pile de dossiers comme ça, parce qu'on l'a constaté qu'il y avait ce vrai besoin d'un premier financement et accompagnement au démarrage. Et on est parti voir les investisseurs en leur disant, grosso modo, il manque que votre argent pour aider les jeunes et la génération émergente à créer des belles boîtes. Donc, 3 ans après, Campus Fund, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement avec plusieurs millions d'euros sous gestion, avec 60 investisseurs, un comité d'investissement qui se réunit chaque mois, des partenaires fonds d'investissement qui prennent le relais de nos participations, et puis un grand volet accompagnement, parce au-delà du financement, on accompagne aussi les boîtes, hein, avec Campus Fund Advisory pour permettre à nos jeunes pousses de passer de 0 à 1 très rapidement. Euh,
Sur la partie montant et les tickets, Ouais, vous mettez justement, c'est ce que tu vas compléter, Nicolas, ouais, et exact. votre logique d'investissement, c'est parfait. Vous avez préparé ça comme des maîtres. Exact, exact. Donc nous, effectivement, en gros, on a trois missions. Une mission qui est de détecter des profils de jeunes entrepreneurs qui se lancent sur les campus. On voit à peu près une centaine de boîtes par mois. Romain disait, on voit à peu près donc 1000 decks par an. On a pas mal de canaux d'acquisition de ces dossiers. On est sur les campus en direct avec Romain. On fait le tour de France. On va donner des conférences. On parle aux incubateurs, bon, etc. On a pas mal de sourcing qui se fait en chassant des entrepreneurs sur LinkedIn. Et puis, on commence à avoir un petit réseau de fonds, même des copains des fondateurs qu'on a déjà financés qui nous envoient des dossiers. Donc ça nous permet d'identifier voilà, cette centaine de startups par an. Notre deuxième mission, c'est le financement. Donc nous, on investit des tickets qui vont de 20 à 60 000 euros en pré-seed. On reviendra sur les terminologies des fonds, mais pré-seed, c'est au tout début de la vie du fonds, de la vie de l'entrepreneur, donc au moment où il va lancer son projet. Et nous, on intervient euh, avec deux stratégies. Donc, soit on met un ticket de 20 à 60 000 euros en pré-seed et on est tout seul sur le tour. L'idée pour l'entrepreneur, c'est d'aller chercher ce petit financement qu'il ne peut pas avoir pour lancer sa boîte. Ou on a une deuxième stratégie où on intervient en co-investissement avec des acteurs plus traditionnels du financement, type business angels ou fonds, sur des tours qui vont jusque 500, 600 000 euros maximum et on n'a pas vocation à excéder ce montant de tour. Donc nous, voilà, donc on investit que dans des boîtes techno, B2B ou B2B2C, portées par une équipe fondatrice, dont au moins un des fondateurs, fondatrices, est étudiant ou jeune diplômé. Jeune diplômé, pour nous, c'est 2 à 3 ans après la sortie du diplôme. Et puis, on a une troisième mission qui est le volet accompagnement, ce qui est assez important. C'est que nous, on va accompagner toutes les boîtes que le fonds va financer grâce à la structure que Romain mentionnait, qui s'appelle Campus Fund Advisory. Campus Fund Advisory, c'est 10 de nos investisseurs, actionnaires du fonds, qui sont donc alignés à la réussite des sociétés, donc alignés à la réussite du fonds et des entrepreneurs qui vont accompagner, qui sont à dispo 2 jours par mois pour les entrepreneurs que nous, on va financer. Donc, comment ça se matérialise tout ça? Aujourd'hui, on a investi dans une quinzaine de sociétés, donc toutes des boîtes créées par des étudiantes, étudiants sur les campus français. Ça va de Lille à Lyon, à Toulouse, à Paris, etc. Peut-être on peut faire un focus sur deux, trois d'entre elles. Typiquement, l'Uniwave, c'est notre premier deal il y a 2 ans. On a financé un prototype parce que eux, ils font un objet connecté pour les hôteliers. On a financé le prototype, il a marché en bêta test. S'en est suivi une industrialisation avec un nouveau tour de financement. On a remis au pot et la boîte aujourd'hui vole de ses propres ailes. Selvitis, c'est une société qui fait des sondages auprès d'une communauté de panélistes et donc qui le vend aux entreprises. Pareil, on a financé le tour d'amorçage pour les faire pivoter sur un modèle SaaS avec du récurrent. Et aujourd'hui, la société a fait un nouveau tour de financement avec les fonds d'investissement du Nord. Et puis, je peux parler de Clip aussi. Clip, pareil, on a financé le début. Il n'y avait que des algorithmes. C'est deux fondateurs qui viennent des mines et de Normal Sup. Ils s'adressent au marché des retours de taille des vêtements quand on commande en ligne. Et là, ils viennent d'annoncer un site de 2 millions d'euros. Donc, notre portefeuille évolue, on est content. Et puis, sinon, voilà, vous pouvez voir qu'on investit aussi dans le spatial. On investit aussi dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est légal. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on fait le premier chèque où on participe à une levée de fonds plus grosse pour des étudiants et étudiantes qui créent des sociétés. On les accompagne et on fait le tour de France des campus. Bon, là, Romain le disait, on a décomposé la presse. Donc là, c'est sur Campus Fund. Si vous avez des questions spécifiques sur Campus Fund, n'hésitez pas. Là, on va parler un petit peu de l'écosystème, un peu de terminologie. Et puis ensuite, on se lancera dans le cœur du sujet qui est le pitch deck. C'est parfait. Avant même qu'on rentre dans cette partie, déjà, votre positionnement, il est Ouais, hyper intéressant et les terminologies, là, vous allez le préciser sur justement, vous, le pré-seed, et c'est le premier chèque, comme vous disiez tous les deux, ouais. à savoir que c'est aussi souvent le plus dur à obtenir parce qu'on est à un stade qui est à la fois un stade où il y a une promesse, où il y a moins de choses quantitatives et objectives parce qu'on n'a peut-être pas encore de revenus ou si on en a, c'est quand même très, très symbolique, on pourrait dire, mais en tout cas, il faut démontrer un peu de l'attraction. Et c'est quelque chose qui va faire le lien ensuite avec, dans le pitch deck, sur comment on va pouvoir convaincre des investisseurs à ce stade-là, là où on n'a pas encore quelque chose de très, très matériel, de consistant, et comment arriver à raconter justement, au-delà d'une belle histoire, mais de pouvoir la raccrocher à une réalité euh, qui doit convaincre des investisseurs comme vous
Et donc là, je tease un petit peu avec le lien 1 de votre présentation sur ce qu'on va se dire ensemble sur la partie pitch deck. Mais c'est très bien de faire une petite parenthèse terminologie, comme vous allez la faire. De ce que je comprends, Florent, on répond pas aux questions maintenant, c'est ça? Là, si tu vas donner, justement, donne les Ouais, termes et les ok, terminologies. Et ensuite, effectivement, non, là, on va faire cet échange questions-réponses et donner un maximum de retours ouais, très concrets sur comment on construit le pitch deck pour accorder justement à notre ok, thématique ce matin parfait. sur ce que vous attendez, vous, d'un pitch deck, ce qui va suivre. Parfait. Déjà, pourquoi on lève de l'argent, histoire de remettre les choses dans leur contexte. À noter que voilà, on ne détient pas la vérité, donc à prendre toujours avec un peu de recul. Mais nous, on a identifié trois grands facteurs de pourquoi les gens lèvent de l'argent. Le premier, qui est assez évident, hein, on jette un pavé dans la mare, c'est d'accélérer le développement de son entreprise. On ne va pas aller chercher X euros, X milliers d'euros d'EBITDA avant de pouvoir les réinvestir l'année d'après en R&D, par exemple. On peut les directement c'est les lever et donc financer sa R&D. Donc, l'objectif de lever de l'argent, c'est d'accélérer sa croissance, hein, mécaniquement. Et très souvent, ce que nous, on voit, ce que font les premiers, euh, sur les premiers tours de table, les fondateurs, ils vont lever soit pour embaucher, faire levier sur ce qu'on appelle les dispositifs non dilutifs, on y reviendra dans la prochaine slide, ou bien simplement pour financer un petit peu d'outils, démontrer d'un maximum de KPI et aller lever un tour un peu plus institutionnel après. On y reviendra aussi. Euh, Ce qui est très souvent sous-estimé dans une levée de fonds, c'est en fait quand on lève de l'argent, on va aller se diluer. Donc, il y a mécaniquement des gens qui vont rentrer au capital de votre entreprise, donc ils vont détenir des actions. Et ça, c'est un argument qui est trop oublié, mais qui en fait, quand on lève de l'argent, on s'entoure. Et on s'entoure d'acteurs qui peuvent être hyper stratégiques et structurants pour la vie de la société. Donc nous, on estime qu'en fait, probablement une des meilleures raisons de lever de l'argent, c'est de s'entourer, même si on n'a pas besoin d'argent. En fait, ce ne serait pas déconnant d'aller lever un petit peu d'argent pour aller trouver des gens qui sont capables de rentrer dans la société et vous conseiller. On est plutôt comité pardon, stratégique avec Romain et donc Campus Fund, même au tout début de la vie de la boîte, parce que c'est structurant. Ça permet de prendre du recul, d'avoir tous les 2 ou 3 mois une date un peu butoir, on se fixe des objectifs. Si on est avec des gens bienveillants qui investissent dans la société, qui sont au board, a priori, voilà, c'est pas la mort. Et board ne veut pas forcément dire gouvernance beaucoup plus complexe et gouvernance diluée pour le CEO. Et puis, il y a une troisième raison qui ne fait pas du tout consensus, mais on le voit, je pense que vous le voyez, c'est l'effet marketing de la levée de fonds. Euh, Nous, on a plusieurs de nos boîtes qui discutent avec des fournisseurs et ils sont très contents d'envoyer l'article des Échos ou de Madines où ils montrent qu'ils ont levé 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Ça permet de dire, en fait, regardez, on a de la trésorerie, donc on saura assurer les CAPEX que vous nous demandez. Et donc là, ça rend la société, on va dire, crédible, du moins aux yeux de certaines personnes. Et puis, je pense que vous le voyez, on parle beaucoup plus des boîtes qui lèvent de l'argent que des boîtes qui n'en lèvent pas. Un autre gros morceau avant de pouvoir commencer son pitch deck, c'est de savoir aussi où on se situe. On entend beaucoup parler d'étapes de financement. Est-ce que tu es en pré-seed, tu es en seed, tu es en série A? En réalité, il y a plusieurs choses à ne pas confondre là-dessus. Certaines personnes raisonnent en se disant les étapes de financement comme le pré-seed, seed, série A, qui sont les étapes successives de financement, correspondent à une étape du développement de la vie de la société, comme d'autres personnes voient ça comme en fait, peu importe où tu es développé, ton précide sera ton premier tour. Donc, nous, je vais présenter les deux du coup, hein. Le premier, c'est de se dire, en fait, mon tour de financement correspond à mon étape d'avancée de la startup. Par exemple, aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y avait un problème sur le marché. J'ai trouvé la solution. Je suis en train de développer mon produit. Là, je suis en pré-seed. Ensuite, en seed, on a notre solution et on va adresser le marché. On commence à avoir quelques clients. On a ce qu'on appelle le product market fit. Là, souvent, on lève beaucoup plus d'argent. Euh, En série A, on commence à avoir de nombreux clients, on peut scaler, ça veut dire on a un modèle de startup où quand on met 1 euro dans la machine, ça nous le renvoie à plus qu'1 euro à la sortie. Et puis après, il y a d'autres étapes de financement qui servent à financer la croissance, série B, série C, D, E, que sais-je, jusqu'à arriver à l'introduction en bourse. Ce qui est important de noter, c'est que souvent, on se dilue en moyenne en pré-seed de 15%. En seed, ça va être 22%, série A 20% et à peu près série B, C 20-25%. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est important d'avoir encore des parts à la fin de la vie de sa société. Et donc, c'est important de ne pas trop se diluer dès le début.
mais aussi on en reparlera peut-être après la valorisation. C'est important de ne pas trop se valoriser parce qu'après, on aura du mal à faire les tours d'après. Et donc ça, c'est la première manière de savoir où on se situe en fonction de l'avancée de sa startup. Mais après, il y en a d'autres qui vont un peu tout azimut en se disant, peu importe l'avancée de ma startup, même si j'ai déjà mon product market fit, c'est ma première levée, j'appelle ça un pré-seed. Donc, apprenez juste simplement à retenir ce jargon de où vous vous situez. Il n'y a pas de vérité, mais si on fait les choses de manière plutôt scolaire, voilà, ça correspond plutôt à l'avancée de sa startup. Rares sont ceux qui vont lever un seed avec déjà un product market fit. Et comme Romain disait, hein, la variable d'ajustement ici, c'est pas le montant levé, mais c'est la dilution. C'est pour ça qu'on voit des sociétés comme Mistral AI, par exemple, qui lèvent 100 millions en pré-seed, et on appelle ça un pré-seed. C'est leur premier tour de financement, ils se sont probablement dilués d'une vingtaine de pourcents, quoi. Ce qui fait une valorisation derrière avec une règle de 3. Et d'ailleurs, Voilà. c'était un des points que vous aviez dans la présentation de Campus Fund avec un des critères d'investissement, c'est une valorisation raisonnable. On va y revenir sur Mm. c'est quoi une valorisation raisonnable? Est-ce qu'on est en cohérence avec vous, votre thèse et certains critères si on se dit, OK, on est en pré-seed, pré-revenu, pré-produit et on a une valorisation de 10 millions parce qu'on veut se diluer à hauteur de 5%. Peut-être qu'on là, on est dans une situation qui est plutôt déraisonnable par rapport à ce qu'on Ouais. peut voir en pratique, mais on va y revenir. Je vous laisse terminer sur cette présentation. Écoute, c'est un bon point. Et, bah, écoute, si ça te dérange pas, je te réponds maintenant parce que Avec plaisir. on y reviendra peut-être dans le deck plus tard, mais pour pas perdre la question. Nous, ce qu'on voit du marché, c'est assez cruel, hein, de toute manière, c'est qu'en France, la moyenne des exits en M&A, elle est autour de 15 millions d'euros de valorisation. C'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a des beaucoup plus et il y en a des beaucoup moins, quoi. Donc ça, ceci étant dit, ça pose déjà les bases, quoi. Le deuxième, c'est nous, on est prêt en fait à construire une valorisation qui est rationnelle. On part de la dilution, mais on va rajouter des premiums de valorisation en fonction de la maturité de la société. Donc en fait, s'il y a plusieurs fondateurs, on est capable de mettre un premium. Par exemple, deux, trois fondateurs, on met un premium. Alors, quelqu'un qui est solo, déjà, on n'ira pas, mais souvent, les valos sont un peu plus basses. Quand il y a déjà du chiffre d'affaires, qu'il y a un brevet, par exemple, des barrières à l'entrée, un produit qui est déjà développé, un POC ou un MVP, on va rajouter aussi un premium sur la valorisation. Mais l'idée, elle est de se dire, en fait, qu'est-ce qui est raisonnable et de combien la société va avoir besoin dans son futur pour lever assez d'argent et pour pas trop diluer les fondateurs. Donc, en fait, si c'est une société, par exemple, qui va monter des usines, ou qui va envoyer une fusée dans l'espace, tu sais que la société, elle va pas faire d'argent à court terme. Donc, mécaniquement, son avenir est fortement corrélé à la capacité des fondateurs à aller lever de l'argent. Donc là, tu te dis, la boîte va avoir besoin de 10, 15, 20 millions pour se développer et commencer à faire 1 euro de chiffre d'affaires. Bon, bah là, tu acceptes des valorisations qui sont 3, 4, 5, 6 millions. Mais sur du SaaS, ou du SaaS sur des petits marchés de niche, non, par exemple. Nous, on estime que non. Voilà. C'est intéressant cette logique de premium là Mm. dont tu parles parce que en fait, c'est quelque chose qui a corrélé avec le risque que vous prenez vous. C'est pour ça qu'on parle de capital Ouais. risque là à ce titre. Et quand tu parles de s'il y a une équipe de cofondateurs, mettons 3 personnes qui sont complémentaires avec un bagage, donc d'école d'ingénieurs qui Mhm. attestent potentiellement d'une crédibilité et légitimité par rapport à leur parcours, ou peut-être qu'ils ont déjà créé une société, mettons, donc ce qui atteste d'autant plus là, que juste un diplôme ou un parcours universitaire ou d'école. Mhm. Là, on est dans une logique où ça permet de dérisquer un petit peu, c'est ça ta Ouais, notion de premium, et ce qui permet exactement. donc, si je comprends bien, d'accepter une valorisation qui serait un peu plus haute que si, à l'inverse, c'est une personne qui est seule, si c'est une personne qui n'a pas encore de revenus, ou alors pas encore suffisamment de traction, ou mettons en fonction du modèle, là c'est ce que tu viens de décrire aussi, hein. Donc si on est dans une logique de pure R&D qui a vocation à avoir où on prend la santé, par exemple, où il y a des Ouais. tests et il faut attendre un niveau justement de tests pour arriver à une commercialisation en marché. On est dans une logique comme ça qui permet de dérisquer en fonction de cette maturité. C'est bien ça C'est le exactement sujet. ça. Et d'ailleurs, pour faire le lien aussi avec le montant et la valorisation, donc le montant dont tu parles, qui va être le montant investi et levé, c'est clairement ce qui est sur cette slide et ce que vous allez nous décrire. C'est-à-dire que le montant que vous allez définir dans le besoin de financement, il doit aussi comprendre à la fois ce que tu vas aller chercher après auprès d'investisseurs privés, Oui. mais également ce que tu vas aller pouvoir chercher aussi auprès de subventions, de dettes, et ce qui fait que là, tu as un équilibre qui peut peut-être aussi adapter cette notion de dilution et donc de valorisation.
Ouais, c'est exactement ça, et c'est un bon, tu me tends une belle perche, merci Florent. Nous, l'écosystème, on le divise en deux, donc le dilutif, le non dilutif. Enfin, nous, c'est un consensus, hein. Le marché divise en deux cet écosystème, dilutif, non dilutif. Dilutif, c'est ce qui vient diluer votre capital, donc c'est des gens vous allez émettre de nouvelles actions, qui vont acheter, et donc qui vont être détenteurs d'actions de votre société, et donc vous vous diluez. Le non dilutif, ici, on va parler de ce qui ne dilue pas le capital de la société. Et typiquement, ici, on parle euh, de dettes privées ou publiques, prêts de banque, hein, par exemple, de crowdfunding, de subventions, d'argent de concours, voilà, d'apport en concours en associé, par exemple. Donc, le dilutif, on identifie quatre grands acteurs, qui sont les fonds, par exemple, comme Campus Fund. Donc, les fonds, ils sont portés par une société de gestion. Ils ont un mandat, une thèse à respecter. Nous, on n'investit que chez les jeunes entrepreneurs. Kima va investir que dans les entrepreneurs francophones. Voilà, l'idée, c'est de trouver le fonds qui a une thèse qui vous correspond. Il y a des fonds qui n'investissent que dans la médecine, que dans la biotechnologie, bon, etc. Ensuite, il y a les business angels. Business angels, c'est des gens qui investissent à titre privé, leur argent personnel. Ils investissent rarement selon une thèse. C'est plutôt des gens qui investissent selon leur coup de cœur ou leur appétence, hein, donc ce qu'ils ont fait dans leur carrière précédemment. Vous pouvez les retrouver, par exemple, sur France Angel, qui est le site des business angels de France, qui regroupe, je crois, 6 000, 7 000 business angels. Le site est bien fait. Puis sinon, il y a des business angels qui investissent à titre privé, complètement hors les réseaux de business angels type France Angel. Vous les trouvez même souvent sur LinkedIn. Ensuite, il y a le crowd equity. Le crowd equity, c'est je vais me financer par ma communauté ou par, en tout cas, le particulier, tout ce qui est plus classique, sur généralement des petits tickets d'investissement, 2, 3, 4, 5, 6 000 euros. Euh, et en fait, il y a des plateformes qui font ça, donc comme Anaxagos, WeFund, Lita. Et puis, il y a les family office. Family office, qui est une autre brique de l'écosystème, qui devient de plus en plus connue, parce que eux, ils n'ont pas des horizons de temps comme les fonds pour investir, c'est l'argent de grandes familles. Et donc, ou d'entrepreneurs, hein. Et donc, eux, ils investissent selon souvent une thèse, selon aussi du coup de cœur, sur des horizons de temps qui sont beaucoup plus longs, et donc ce qui plaît beaucoup aux entrepreneurs. Nous, typiquement, on a Made for All, qui est le family office de Thierry Petit, qui est investisseur dans Campus Fund, que Florent, je crois que tu connais bien Pierre. C'est un autre partenaire aussi Voilà. avec qui on a l'habitude d'organiser des pitch feedback sessions chaque mois avec des startups. Et d'ailleurs, vous y participez des fois côté Campus Yes, Fund. exact. Et donc voilà, et donc ça, c'est des acteurs hyper importants de l'écosystème. Et puis le non dilutif, il y a les subventions. Les subventions, c'est par exemple bah, la bourse French Tech, donc la BPI, elle va vous subventionner. Il y a les concours Innov, ILAB, donc tout ce qui ne vient pas diluer le capital de votre boîte. La dette bancaire, donc auprès d'organismes privés comme bah, les banques, hein, BNP, HSBC et autres. Les prêts d'honneur, Réseau Entreprendre, Transactive, Réseau Initiative, et le crowdfunding, Ulule, Kickstarter, KissKissBankBank, bon, etc. et toutes ces plateformes. À noter qu'il y a 15 000 autres financements non dilutifs et il y a 15 000 autres financements dilutifs. On a mis ce qui nous semblait les plus importants, hein, dans l'écosystème. Le Love Money que vous voyez en bas sur le dilutif, il peut aussi être en non dilutif parce que ça peut être un prêt que quelqu'un de votre famille va faire. On a fait Yes. un petit tour de l'écosystème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on peut rentrer dans le vif du sujet si ça vous va aussi. Exactement. Comme on se l'est dit, hein, posez-les directement dans le chat. Comme ça, on y répond, on les prend à la volée. Effectivement, hein, merci Sophia, je répondais à la question. Donc, le webinaire se retrouvera sur notre chaîne YouTube Legal France. N'hésitez pas à y retrouver. Il y a beaucoup de contenu, d'autres échanges qu'on a pu avoir déjà aussi avec Campus Farm. Et maintenant le pitch deck, parce qu'une fois qu'on a bien compris les enjeux, l'écosystème, ces questions un peu de valorisation, comment on se positionne, les différents partenaires financiers potentiels, la différence entre le non dilutif et le dilutif, encore faut-il pouvoir aller les trouver, mais une fois qu'on les a trouvés, les convaincre. Et sur la base de quoi? Eh ben, c'est le fameux pitch deck, hein. C'est ça, Alors, bonne transition. Merci Florent pour la bonne transition. Alors le pitch deck, c'est vraiment notre morceau du jour, le gros morceau, votre arme qui va faire que vous allez réussir à lever des fonds et ou à convaincre vos investisseurs d'investir. Donc nous, on va proposer une méthode qui est peut-être pas la vérité, mais qui, pour nous, 100% des cas, nous permettent d'avoir un bon pitch deck carré. On va pas trop s'attarder sur la forme, effectivement, parce que la forme, elle est facile dans le sens où il y a beaucoup d'outils comme Canva qui permettent d'avoir un pitch deck au carré. Donc là, on va parler beaucoup plus du fond avec les différentes étapes qui, pour nous, font un bon deck. Donc on commence par l'introduction. Souvent,
les gens oublient que les investisseurs, ils ont une journée très remplie et que ils ont peut-être plus en tête la manière dont ils vous ont rencontré. Si ça a été sur LinkedIn, par exemple, ça a été via une introduction d'une autre personne, etc. Donc c'est important dès le début pour moi, juste après avoir salué l'investisseur, de rappeler comment vous vous êtes rencontrés. Ça remet les choses dans leur contexte, c'est très bien. Un petit tour de table. Nous, ce qu'on propose avec Nicolas souvent, c'est de dire à l'investisseur, bon bah, nous, on va se présenter dès le début du pitch deck. Si ça vous va, vous commencez le tour de table et donc l'investisseur se présente. Vous pouvez rebondir sur les anecdotes, etc. C'est toujours plus fluide. Ensuite, il faut que vous ayez une accroche. Une accroche pour, comme dans une dissertation, hein, que ça soit la chose que les gens vont retenir peut-être de vous et donc qui va permettre finalement à la personne de s'accrocher tout au long du pitch deck parce que souvent, et lorsque c'est trop long, on perd l'intérêt des gens. C'est aussi pour ça qu'on propose, nous, de ne pas faire plus de 10 minutes, de faire un premier deck très court. Ensuite, et c'est peut-être pas une vérité, il y a beaucoup de gens qui le font à la fin. Nous, on préconise de présenter l'équipe au début. Ça paraît beaucoup plus naturel, en fait, de commencer par se présenter lors d'une discussion plutôt que de le faire à la fin. Et c'est toujours mieux de savoir à qui on s'adresse au début plutôt que d'attendre la fin pour le découvrir. C'est souvent des histoires aussi qui permettent d'accrocher sur le thème un peu on va dire, émotif en fait de l'investisseur en disant ouais, comment vous vous connaissez, c'est quoi votre légitimité, est-ce qu'il y a une belle histoire derrière l'équipe. Souvent à ce stade, en plus en amorçage, c'est beaucoup plus sur l'équipe qu'on va jouer que sur les expériences passées, etc. Donc c'est hyper important, je pense, de bien redéfinir ce point. Vous pouvez présenter aussi votre board, votre comité stratégique pour montrer que vous êtes bien entouré. Mais donc voilà, comment ça se matérialise? Nous, on a pris l'exemple d'une de startup qu'on a financée, qui le fait très bien. Donc au début, on peut imaginer qu'il y a un voice-over où il y a l'accroche, etc. Et on arrive directement sur un constat, écologie égale contrainte. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne accroche. C'est clair, on comprend directement qu'on va parler d'écologie, on comprend qu'il y a un pain point, et donc c'est une très bonne accroche. Ensuite, juste après, on voit les trois fondateurs, donc ils se présentent chacun à leur tour, je sais à qui je m'adresse, il y a l'histoire derrière l'équipe, etc. Donc voilà pour nous comment faire une bonne première intro. Ensuite, hyper important, il faut que l'investisseur se rende compte qu'il y a des problèmes sur le marché et que vous n'inventez pas des problèmes qui n'existent pas. Typiquement, l'objectif, c'est de dire que vous parlez d'une cible et que cette cible, elle a des problèmes. L'objectif, in fine, c'est que l'investisseur se mette dans les pieds de l'utilisateur final de votre client et qu'il se rende compte qu'il y a des vrais problèmes. N'hésitez pas à accentuer sur le manque à gagner, qui sera beaucoup plus mis en avant dans la prochaine slide, qui est le marché. Mais ici, l'objectif, encore une fois, c'est de faire comprendre qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer tellement le problème est fort, et donc que vous incarnez cette problématique. On a pris l'exemple ici d'une startup qui s'adresse au marché des streamers en disant les streamers, ils n'ont pas le temps de s'occuper de faire des best-of pour le diffuser auprès de leur communauté. La plupart du temps, ils ont un travail à côté, ça leur coûte de l'argent. Euh, ils sont obligés de faire beaucoup de pubs pour se faire connaître et donc c'est une conséquence et pas une cause de leur business. Et donc, il y a un marché énorme qui va s'ouvrir à eux à cause de ces problèmes-là. Troisième, justement, bonne transition, le marché. Là, ici, l'objectif, c'est de faire rendre compte à l'investisseur que le marché est tellement grand que même si vous en possédez qu'une petite partie, vous pouvez quand même faire une boîte qui vaut 100 millions. Je m'explique. Euh, le volume, c'est le plus important. Concrètement, combien en fait, souvent, c'est une espèce de matrice. Nico, tu peux passer à ça, je vais l'illustrer comme ça. C'est souvent représenté par TAM, SAM, SOM, qui est en fait les trois indicateurs pour se rendre compte de la taille du marché. Le TAM, c'est Total Addressable Market. Ça montre en fait si jamais votre produit ou votre service couvre tout votre marché, vous avez tout ce marché-là. Ça, c'est vraiment pour mettre un peu les étoiles dans les yeux, voilà, mais ce ne sera pas réaliste. C'est pour ça qu'il y a le SAM. Le SAM, c'est le marché adressable, en fait, où en disant si votre produit a toutes les parts de marché, votre produit uniquement, pas tout le secteur, que votre produit, vous pouvez aller chercher jusque tant de chiffre d'affaires. Mais ça aussi, c'est pas très réaliste. Et là, l'objectif, c'est que vous montriez aussi que vous avez les pieds sur terre, tête sur les épaules, et que vous êtes réaliste. Et donc, il y a le SOM qui est le dernier du TAM et le SOM, justement, c'est de dire, bah, en fait, si je n'ai que 10% de
mon marché adressable, je peux quand même faire tant de chiffre d'affaires. Et donc, c'est un peu cet entonnoir hein, entre le TAM, le SAM et le SOM qui permet in fine de retenir que ce chiffre, de se dire, bah, OK, je fais 1%, 10% de mon SAM, ça me fait 670 millions de chiffre d'affaires et c'est ce que je peux aller chercher en pénétrant ce marché-là. Donc voilà, ça c'est une bonne manière de faire une bonne intro. On a parlé de l'équipe, on a parlé des pain points et on a parlé du marché. Maintenant, il faut parler de la solution. J'ajoute juste 2 points sur le marché. Le premier, c'est on a trop tendance à voir avec Romain, des gens qui vont nous dire, bah, en fait, moi j'estime mon marché à 18 milliards parce que les boîtes de ce marché-là font tant de chiffre d'affaires. Non, c'est pas comme ça que nous, on veut que tu estimes ton marché. On veut que tu partes plutôt, tu fasses l'approche bottom-up et donc tu te dises, OK, bah, ma solution coûte X. J'ai 10 000 cibles en face dans mon marché, donc 10 000 fois X, ça fait la taille de mon marché. Plutôt que de dire, les sociétés de ce marché font 10 000 milliards de chiffre d'affaires et donc je peux choper 2% de ce marché. En tout cas, vous partez du bas pour calculer le marché et pas vous partez du haut pour calculer le marché. Je ne sais pas si c'est très clair. Deuxième point. Euh, c'est important de montrer que vous êtes dans un marché qui est dynamique et qui va dans le bon sens. Ici, c'est la slide en haut à gauche. En fait, c'est évident qu'il y a un gros sujet que bah, de plus en plus de boîtes utilisent des logiciels. Et moi, je vais adresser, en gros, je fais un logiciel qui permet de centraliser tous ces logiciels. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, regardez, la dynamique, c'est il y a de plus en plus de boîtes qui utilisent des logiciels et donc elles vont avoir plus en plus besoin de mon service, quoi. Et comme vous l'expliquez, il y a des rationnels derrière chacune des slides. Mm. Typiquement, celle du marché, au-delà même d'avoir le potentiel du marché adressable, comme vous l'avez bien décrit en termes SEM, ce qui permet de le découper, c'est aussi de comprendre et que vous expliquiez que vous avez compris qui est votre cible potentielle. Et Mm. donc, relier également avec votre modèle économique. Et ça, c'est des slides que vous allez voir derrière. Mais comme tu l'as expliqué aussi, Romain, quand tu expliques la problématique, tu y mets aussi potentiellement l'opportunité de marché que tu vas revoir derrière. L'idée, c'est pas d'avoir des redondances, mais c'est de tisser des liens et avoir une fluidité et une cohérence dans ce que vous présentez. Et clairement, là, si vous présentez, comme vous venez de l'expliquer tous les deux, donc le marché cible et adressable, c'est derrière qu'il y a une compréhension sur c'est qui sont les personnes que vous allez adresser, Mm. c'est quoi, du coup, ces différents personas, peut-être qu'on retrouvera dans une slide go-to-market, vous allez nous le dire, et également de lier ça avec votre modèle économique, quel est le business model. Des fois, on voit aussi souvent, et peut-être trop souvent, des éléments qui sont relativement flous. Ça, c'est peut-être une slide que vous allez nous passer aussi sur la partie business model. Quand bien même ce business model a vocation potentiellement à votre stade de maturité à changer, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la cohérence du Ouais. propos. Mais je vous laisse poursuivre. C'est clair. C'est clair, merci, merci Florent. Effectivement, c'est des bons points. On va en parler ici aussi de la stratégie go-to-market après. Donc, une fois que vous avez dit tout ça, l'objectif, là, c'est vraiment, vous avez réussi à exciter un peu l'investisseur en disant, OK, il y a une belle équipe, il y a une belle équipe, il y a des pain points qui sont, des irritants qui sont évidents, il y a un marché qui est énorme, comment ils y répondent? Et c'est là que vous devez planter le clou en disant, OK, bah, pour répondre à tout ça, nous, on a créé une solution sur mesure pour répondre à ces pain points. Et donc là, l'objectif, c'est de, un, présenter les fonctionnalités de votre solution, comment ça marche techniquement. Souvent, hein, quand on parle de start-up, on parle de techno et donc on parle de logiciel. Donc voilà, il faut expliquer aussi techniquement de manière très candide comment marche votre solution et quelles sont les briques de votre MVP, c'est important. C'est aussi là que vous pouvez parler de votre business model. C'est comment vous allez gagner de l'argent finalement en fait, hein, et comment vous allez aller chercher ces premiers clients. Et ça passe par la stratégie go-to-market. La stratégie go-to-market, c'est OK, vous avez une solution, mais ça ne me dit pas comment vous allez réussir à la vendre. Et donc là, ce qui est hyper important, c'est de faire transpirer en fait que vous connaissez votre marché par cœur et que vous saurez comment réussir à vendre votre solution. Donc là, on a plusieurs exemples, hein, toujours avec la même société qui fait le SaaS des SaaS. Et donc, on comprend facilement comment la techno marche en haut à gauche. Euh, En haut à droite, on comprend comment les utilisateurs finaux vont pouvoir euh, prendre la solution en main. Et donc ça, c'est hyper important, je pense, en fait, que l'investisseur arrive à se mettre dans les pieds de l'utilisateur final et se rendre compte que c'est simple, intuitif et que ça répond vraiment au problème. Donc voilà pour la partie 1 de la solution. Nico, je te laisse enseigner sur la partie 2. Ouais. Du coup, je rejoins ce que tu disais. Donc, le business model, c'est comment vous allez gagner de l'argent. Combien coûte votre solution et en échange de quoi, en fait? Qu'est-ce que vous allez offrir? Donc, c'est ce que vous venez de montrer.
et qu'est-ce que exactement vous allez offrir, donc le nombre de licences, etc., etc. Ce qu'on voit, c'est très souvent, comme disait Florent, on voit des slides business model qui sont hyper farfelus, on ne comprend pas, c'est hyper complexe. On va vous montrer un exemple de slide qu'une de nos boîtes a fait sur le business model qui est clairvoyant. Et puis le go-to-market, c'est, en fait, c'est génial. Il y a un marché de dizaines de milliers de boîtes. J'ai une solution pour répondre à un problème de ce marché-là. Mais comment je vais aller vendre ma solution? Et donc ici, c'est de dire, et vraiment, c'est les slides les plus importantes, hein, très souvent des decks, c'est de dire, OK, mais comment je vais commercialiser ma solution et comment je vais surtout que j'ai compris ce que le marché attend, quoi. Et avec qui je vais discuter dans ces boîtes, quels sont mes leviers d'acquisition. Et ce que nous, on adore voir dans des decks, c'est les chiffres et c'est que vous ayez montré que vous soyez capable que vous avez déjà fait, par exemple, une petite campagne de Google Ads, que vous avez, histoire de montrer que vous avez itéré sur le go-to-market et que vous savez combien ça va vous coûter et que vous ayez, enfin, bref, testé comment adresser ce marché-là, quoi. Je vais vous montrer ce que ça donne. En haut à gauche, vous avez une slide qui est juste ce rectangle-là. Et c'est voilà comment nous, on va gagner de l'argent, quoi. Et en fait, c'est hyper clairvoyant. C'est le truc le plus simple. Tout le monde comprend comment la boîte, elle va faire de l'argent. Il n'y a pas 8 modèles différents ou 15 modèles différents avec du service, etc. Voilà, là, c'est ce que la boîte va offrir contre 2,8% par transaction et 50 centimes par transaction. Et donc, en haut à droite, vous avez la première slide du go-to-market qui est de dire voilà exactement les boîtes qu'on va cibler. Ça, c'est le persona, c'est ce que disait Florent tout à l'heure. C'est voilà pourquoi on cible ces boîtes, donc les quatre types, pourquoi on cible ces secteurs-là, pourquoi on cible ces communautés-là. Et l'idée, c'est de dire bah, on les cible parce que elles sont pro-digitales, qu'elles sont nées sur Internet, qu'elles vont regarder les mécanismes de viralité de leurs produits, qu'elles ont une communauté très forte et une marque très forte. Et donc voilà pourquoi on les cible. Et il y a tant de boîtes. Le deuxième, c'est de dire voilà les trois stratégies, disons les trois étapes de mon go-to-market. La première qui est l'introduction, ben, on va cibler les boîtes que j'ai mis dans le slide d'avant. Comment on va les cibler avec ces quatre canaux-là d'acquisition? L'étape 2, c'est une fois qu'on a ciblé ces boîtes-là, bah, on peut aller s'ouvrir à d'autres canaux d'acquisition qui sont bah, par exemple LinkedIn. Et l'étape 3, c'est passer à l'Europe, en l'occurrence. Donc là, on passe des French, des boîtes qui font du direct to consumer françaises, à des boîtes e-commerce qui sont françaises. Et ensuite, c'est à des boîtes européennes e-commerce, toujours sur Shopify, avec d'autres canaux d'acquisition. Et là, on se dit, OK, ils ont compris leur marché et ils ont compris comment aller attaquer ce marché-là. Ce qui aurait pu être encore mieux, c'est d'avoir en bas de chaque rectangle, c'est on a testé combien ça nous coûterait par d'emailing, on a testé combien ça nous coûterait via Google Ads et on a testé combien ça nous coûterait de faire du SEO, par exemple. La slide concurrence, qui est très souvent la même dans les startups. Ici, on vous a mis un exemple de slide, hein. L'idée, c'est de faire à peu près la même chose, juste deux tips. C'est de bien montrer qui sont vos concurrents, de parler de leur nationalité, de combien ils ont levé d'argent, de combien ils font du chiffre d'affaires. Ils font du chiffre d'affaires idéalement. L'idée, c'est de rassurer l'investisseur pour lui dire qu'il y a un marché, il y a des boîtes qui font déjà du chiffre d'affaires autour de moi. Donc, je ne suis pas le seul fou qui ait pensé que c'était possible de vendre à ces clients-là. Et un autre tip, ce qu'on a beaucoup aimé dans cette slide-là, c'est de dire, bah, en fait, j'ai une boîte concurrente qui a été vendu à 710 millions de dollars. Et donc, ça montre qu'il y a de l'appétence et qu'il y a une consolidation qui peut être faite sur le marché, qu'il y a de l'appétence de fonds ou bien des gros acteurs, des pure players qui peuvent vous racheter. Et là, tout d'un coup, en fait, ça matérialise le potentiel ROI, le retour sur investissement qu'un investisseur pourrait faire. Quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, donc dans ces matrices ici, hein, donc là, c'est la société. Il y a toutes les grandes features que les sociétés vont proposer et ce qu'elles proposent et ce que les autres proposent ou pas. Ce qui est important, c'est de dire aussi, et ça montre que vous connaissez très bien votre marché, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi l'autre, enfin un concurrent pourrait être meilleur que vous sur un sujet. Ça montre que vous avez compris quel était son différenciateur à lui, quelle était sa valeur ajoutée par rapport à vous, et comment lui pouvait faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et comment vous pouvez arriver à tendre vers une meilleure solution que lui, quoi.
La feuille de route, donc là, vous êtes arrivé globalement à la fin du deck. L'idée, c'est de dire maintenant, c'est où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes, c'est montrer et donner un maximum de KPI. Et donc ça, Flo, c'est Florence, ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, il faut que vous montrez un minimum de légitimité. Vous êtes en pré-seed, il faut que vous arriviez à rassurer l'investisseur. Donc ça passe notamment par l'équipe, mais aussi votre capacité d'exécution. Et donc c'est le moment de montrer que vous avez déjà fait un peu de chiffre d'affaires, que vous avez déjà bossé sur une maquette du produit, par exemple, si vous n'avez pas des compétences dev, vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, que vous avez parlé à 30 clients, que vous avez signé des LOI, que vous avez déjà une équipe, que le produit est constitué, quoi. L'idée, c'est de mettre dans cette slide-là, c'est de dire et aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, on en est là. Ensuite, dans une deuxième slide, c'est de dire bah, quelles sont mes ambitions à court, moyen, long terme. L'objectif, c'est de s'aligner et de montrer votre vision. C'est le moment où il faut que vous montriez à l'investisseur que ce n'est pas juste un coup de 6 mois, c'est que vous avez réfléchi à la suite. Et l'investisseur, il va vous dire, et c'est aussi là où il faudra s'adapter, un fonds, il voudra avoir en 3 ans, en gros, du 200% de ce qu'on appelle year on year de croissance. Donc, tous les ans, vous faites du 200%, quoi. Donc, vous multipliez par 4 votre chiffre d'affaires tous les ans. Et là, vous êtes sur une stratégie de croissance qui peut correspondre à celle d'un fonds. Les business angels, ils seront moins regardants là-dessus, donc ça vous permet aussi d'adapter. Et puis, la conclusion, très souvent, les gens s'arrêtent sur bah, voilà ce qu'on veut faire. Mais non, en fait, il faut que vous vous arrêtiez sur bah, combien vous vous levez, à quoi ça va servir et pourquoi vous êtes là, en fait. Et donc aujourd'hui, moi, je lève 100 000 euros pour aller euh, euh, établir cette vision que je viens de démontrer, donc aller chercher 300, 400 000 euros d'ARR dans un an, recruter 2 personnes et je vais me diluer de temps. Donc ça se matérialise comme ça. Ici, c'est la première slide où vous en êtes, par exemple, avec ici qui est très bien faite parce qu'il y a à la fois, bah, aujourd'hui, on discute en Q2 2024, j'ai déjà 71 clients, je fais déjà 219 000 euros d'ARR. Au Q3, je suis à ça. Et l'idée, c'est de montrer, voilà, la progression très forte. L'objectif qui est d'aller chercher plus d'1 million d'ARR dans un an. Et ici, c'est la roadmap produit. Et donc, voilà ce que vous avez déjà développé. Voilà les prochains axes de développement et où est-ce que vous allez, quoi. Et ici, c'est une deuxième boîte qui dit, voilà, bah, nous, on lève 1,5 million pour tenir 24 mois et ça va nous permettre de développer la meilleure équipe tech de la place. On va recruter 2 data scientists et 2 machine learning engineers. On va, on va augmenter le produit et on va créer de la robustesse pour que justement nos modèles d'IA soient meilleurs. Donc, une fois que vous avez ça, je pense que vous avez compris, vous avez la majorité, on va dire, de votre deck qui est fait, avec les grands axes qui sont essentiels selon nous quand vous allez pitcher votre boîte à un invest. Donc, qui est résumé là-dessus. Donc, on peut vous envoyer la presse au besoin. En gros, voilà, qui se résume en ces 6 points. L'intro, les pain points, le marché, la réponse, la concurrence et la roadmap. C'est Quelques hyper tips, clair. quelques Merci tips pour et tout bonnes ça. pratiques. Euh, Sauf si Flo, tu veux qu'on reste sur Non, le non, non, sujet. vas-y, Ouais. donne les bonnes pratiques et après j'ai des questions pour vous et on Yes. peut enchaîner sur cette partie interactive. Ouais, parfait. Nous, on vous conseille d'utiliser DocSend ou Brieflink. Donc, c'est des logiciels qui vous permettent d'envoyer, en gros, par un simple lien, votre présentation. Ça vous permet aussi de suivre qui regarde la présentation, sur quel slide il s'arrête, où est-ce qu'il passe sa souris, est-ce qu'il clique ou pas sur les liens. Et donc, ça vous permet d'avoir pas mal d'infos très granulaires pour adapter votre présentation après. Parce que si tout le monde bute sur la même slide, c'est que la slide n'est pas comprise, par exemple. Et ça vous permet aussi que la presse ne tombe pas dans les spams. Ça vous permet de mettre à jour le doc. Donc, vous envoyez un deck, c'est quelque chose de dynamique, le deck. Donc, vous allez le changer tous les jours, toutes les semaines, en fonction des nouveaux investisseurs qui vont rentrer, par exemple, vos nouvelles KPI. Le cycle de décision d'un invest qui est plutôt de plusieurs semaines, mois. Donc, vous lui envoyez le lien et vous changez simplement la présentation sur ces liens-là. Lui, il aura toujours accès à la presse qui sera évolutive, dynamique, à jour. Et donc, vous n'avez pas besoin de lui envoyer une presse qui pourrait même tomber dans ses spams. On vous conseille d'utiliser Brieflink, c'est gratuit. DocSend, c'est de l'ordre de 10-15 $ par mois. Je disais, adaptez votre deck, c'est hyper important. Évidemment, vous n'allez pas parler pareil que si vous parlez à un fournisseur, un investisseur particulier ou un VC. Le VC, si par exemple, bah, lui, c'est un VC vous êtes une boîte dans le médical, vous trouvez un VC qui n'investit que dans le médical, la presse, vous allez légèrement adapter votre pitch en insistant sur le fait que vous êtes une boîte du médical. Si c'est un business angel qui a
une appétence pour autre que le médical, mais qui pourrait investir dans le médical, vous allez essayer d'accentuer votre deck sur l'appétence du business angel, quoi. Et donc ça passe par simplement faire une diligence sur les investisseurs à qui vous parlez, de regarder leur profil LinkedIn, regarder leur portefeuille si c'est un fonds, leur portefeuille si c'est un business angel et c'est public, et de regarder en fait, dans quoi il a investi, quoi, ou dans quoi le fonds a investi. Euh, Toujours, je pense que vous l'avez vu dans chacune des slides, on met toujours les sources, c'est hyper important, surtout avec des liens qui sont cliquables, en particulier pour les slides marché. L'idée, c'est si vous sourcez une étude, par exemple, de EY sur la taille de votre marché, il ne faut pas que l'investisseur il aille se taper la recherche Google derrière, il faut que ce soit hyper simple pour lui. Donc, il clique sur la source, puis il trouve et il voit d'où ça vient et ça montre que vous avez bien étudié le marché, quoi. Romain le disait en amont, max 10 slides, en tout cas pour un premier deck. Je vous conseille de faire deux decks, un long et un short, donc un court et un long. Un deck court de 10 slides, que vous pouvez appeler teaser par exemple, que vous faites systématiquement quand vous discutez avec un invest. Et là, si l'investisseur il veut rentrer dans les détails, soit vous passez sur un deck plus long, où là vous avez développé tout le business model, un cas d'usage d'un client, comment vous êtes rencontrés, qui sont les investisseurs du tour, etc. Des slides sur le business plan, par exemple. Euh, et sinon, sur le short deck, ce que vous faites 10 slides max, 5 à 10 minutes de slide de pitch grand maximum. Et l'idée, c'est de mettre tout en annexe. Donc, comme ça, si besoin, l'investisseur a tout en annexe. La forme est hyper importante. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais la forme, elle fait ressortir le fond. Donc, tout ce qui est orthographe, le couleur, l'alignement, c'est hyper important. L'entraînement est évidemment aussi important. Et puis enfin, nous, on n'a pas d'avis sur est-ce qu'il fait un deck en anglais ou en français. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la langue anglaise est beaucoup plus impactante parce qu'on peut utiliser moins de mots pour dire la même chose. Et très souvent, ça convertit mieux. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est en gros de faire un deck en anglais, un deck en français et de vous adapter à votre auditoire, quoi. Ouais, c'est exactement ça, parce que si effectivement, le business angel, typiquement, n'est peut-être pas anglophone, Ouais, et vous faites qu'un deck en anglais, problématique, la réciproque est vraie. Mais tous les exact. tips partagés sont très bons à prendre. Sur la partie business plan, tu as d'autres éléments, parce que je vois que le temps passe et j'ai pas mal de petites questions Non, à Ouais, aborder. vas-y, Florent, honnêtement, il y avait deux dernières slides, Nico, business plan et celle d'après. Business plan en deux mots, c'est important pour d'avoir des chiffres aussi pour montrer que vous savez vous projeter sur votre business. Et la slide d'après, c'était un bonus en disant, pour convaincre les investisseurs, c'est important d'avoir une data room où vous centralisez tous les éléments, ça montre qu'il y a de la suite dans les idées, et avoir une newsletter investisseur, même quand vous ne levez pas, vous envoyez tous les mois à des fonds avec qui vous avez pris des cafés sans avoir rien à vendre, des updates de vos avancements. Et ça permet de créer ce qu'on appelle le fear of missing out. Et c'est beaucoup mieux pour convertir des investisseurs. Voilà, en quelques mots. Bah, ça fait un très bon lien, ça, justement, avec la partie un peu question-réponse et ouais, la discussion qu'on peut avoir ensemble, parce que si on résume, et déjà, les éléments dont vous avez partagé, à la fois si tu reviens sur la petite synthèse, la slide, s'il te plaît, Nicolas, sur effectivement cette partie, pas les bonnes pratiques, non, sur la partie celle-ci, ouais. justement pitch deck, exactement. Quelque part, peu importe souvent aussi la manière dont vous pouvez positionner vos slides. Il faut que ce soit fluide, cohérent, mais que ça adresse tous les points qui ont été partagés par Romain et Nicolas Mm. et qui sont justement ce rationnel. Si on résumerait peut-être en deux points, ce qui est le pitch deck, c'est une promesse, un potentiel avec l'exécution et le rationnel sur vous et l'équipe, ce que vous avez déjà délivré, ce que vous pouvez être en capacité de faire. Si vous avez ce bon équilibre qui est soutenu par tous les points et tous les éléments qui ont été partagés là, ça vous donne une force justement de conviction et ce qui permet d'emporter quoi? Est-ce que ça va être le call to action à la fin? C'est OK, bah moi très bien, je peux mettre 10K ou je peux mettre 50K de l'investisseur. Peut-être pas. Vous, l'objectif, sauf peut-être cas exceptionnel, à vous de nous dire, Nicolas Romain, mais c'est créer la relation. Le premier Mm. rendez-vous avec le pitch deck, Exact. c'est créer la relation, ce qui fait le lien avec ce que tu as dit, la Romain, sur créer une newsletter investisseur. En fait, c'est créer du lien et garder le contact d'abord. Parce que vous, quand vous êtes investisseur, ce que vous voulez, c'est bien sûr qu'on présente, mettons, moi, je viens, je vous présente mon pitch deck. Je vous explique un petit peu mon projet, pas qu'un petit peu d'ailleurs, je vous tease, je vous explique, je vous convainc peut-être sur le potentiel, mais est-ce que vous allez tout de suite me dire, bah, on est prêt à investir? Déjà, il y a une différence entre des BA qui peuvent dégainer très rapidement la volonté d'investir et de faire un soft commit, comme on pourrait le qualifier, des investisseurs type plutôt structurels, un peu comme vous avez un comité d'investissement, donc vous avez une logique avec différents rendez-vous,
un peu de due diligence, peut-être pas approfondie, on pourra aborder ce point, mais ça rejoint sur adapter en fonction de votre auditoire, mais aussi créer la relation. C'est ça la question que je vous pose sur Ouais, vous créez la relation avec l'investisseur tout de suite. c'est Ça, ça. le but. C'est ça, et j'ajouterais, ça convertit tellement mieux en plus quand tu n'as rien à vendre. En fait, si tu anticipes que, parce que tu es un bon entrepreneur, que tu vas lever des fonds à terme et que pour l'instant c'est trop tôt, envoie quand même des messages à des gens qui seraient pertinents pour ton business. Je peux penser à des gens qui ont vendu des sociétés, donc des entrepreneurs dans le même secteur, etc. Simplement en leur disant, j'ai vu que tu avais vendu cette boîte, c'est une success story incroyable, je lance une boîte dans le secteur, est-ce qu'on en discute? Et rien que ça vous permet d'avoir plus de conversion sur l'investisseur. L'investisseur, s'il trouve votre idée cool et que vous n'avez rien à vendre, il va à la limite être, il va en vouloir, quoi. Et si en plus vous allez le revoir 3 mois plus tard, alors qu'il a reçu les newsletters investisseurs en parallèle en lui disant ça y est, c'est le moment, on tire la sonnette d'alarme et on va lever des fonds, bah, en fait, c'est quasiment une conversion à 100%. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important que ça soit une relation de long terme. Et quand tu n'as rien à vendre, ça convertit beaucoup plus. Sur la due diligence que tu as évoqué, Florent, effectivement, euh, plus on est en amorçage, moins la due diligence, elle est rocket science, quoi. C'est mettre vraiment des signaux sur l'équipe. Est-ce que l'équipe est pro? Est-ce que les interactions qu'on a eues avec elle sont bonnes? Et en fait, nous, on se met à la place du client. En fait, on se dit, si les fondateurs sont comme ça avec leurs clients, bah, en fait, c'est mort, ou en fait, c'est une bonne chose, du coup, en fonction. Et après, bah, il y a un peu de rationnel, comme le business plan, on en parlait, même si on sait que c'est de la magie noire à ce stade-là et que ça sera amené à évoluer, ça permet de voir que, pour l'investisseur que les entrepreneurs sont capables de sortir la tête du guidon et de se projeter sur un marché. Donc voilà, c'est aussi peut-être appeler des premiers clients pour savoir est-ce que c'est des clients qui ont démarché eux-mêmes. Enfin voilà, il y a quand même du deal qui se fait. Elle est moins approfondie que si on est en série C, mais c'est quand même important de vérifier certains points. Bien sûr, Et notamment, tu l'as dit, hein, sur la partie association, c'est là le plus gros risque qui peut exister dans l'équipe. exact. Savoir si vous êtes bien aligné, mais même pour vous, entrepreneur, la partie alignement avec vos cofondateurs sur la vision sur le long terme, c'est essentiel. Mais ça pourra faire l'objet aussi d'autres webinaires et discussions. Ouais, tu voulais ajouter un point, Nicolas? Oui, simplement, j'allais dire que effectivement, tu as raison, Florent. Donc, à la fin, quand on va dire le call to action, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bon sens et on ressent les choses aussi avec un investisseur. Mais on ne peut pas dire est-ce que vous êtes prêt à mettre 10 000 € sur un call ou 30 ou 40 sur un call de 20 minutes? Bon, ça arrive, hein, il y en a qui le font, mais c'est quand même assez rare. Ce que nous, on faisait plutôt avec Romain quand on a levé de l'argent, il était plutôt de dire est-ce que ça vous va qu'on se rencontre? Donc le call to action, il est rapide. En fait, c'est très dur de closer, hein. C'est du closing pur et dur, c'est comme un sales. L'objectif, c'est de maintenir la relation. Et maintenir la relation, c'est de fixer une date rapprochée le plus rapidement possible, tant que tu as le gars en face de toi, quoi. L'investisseur, investisseuse en face de toi. Et Donc, c'est un point, ouais. voilà, tu Pardon, vois, vas-y. donc tu peux pas dire, c'est juste, je vais me répéter, mais tu peux pas dire que ça vous va de mettre 20 000 €, ça marche pas. C'est, je vous propose qu'on se rencontre autour d'un café, qu'on déjeune, qu'on se refixe d'une visio le temps que vous preniez les choses et que vous ayez des questions plus approfondies sur le marché. Enfin, c'est ce genre de choses qu'il faut faire à la fin, quoi. Sachant que si on en vient des fois à discuter des modalités, par exemple, bah, c'est quoi ta valorisation Mm. euh, ou d'autres éléments économiques, bah, vous savez déjà qu'il y a un intérêt potentiel là. C'est comme quelqu'un qui peut-être va essayer de connaître votre tarif pour l'analogie que tu viens de faire sur la partie commerciale. Tu te dis, OK, est-ce que ça veut dire qu'il va forcément investir? Non, mais c'est pas forcément là non plus où on va tout de suite dire, ah, bah, ce serait ça ma valorisation et tout. Non, expliquer, bah, viens, on en discute. Et là, ça revient à ce que vous venez de dire. On peut se parler, ça nous permettra d'approfondir un peu plus le business et même pour vous de mieux connaître l'investisseur à ce moment-là et de savoir ce qu'il pourrait aussi vous apporter au-delà du capital qu'il pourrait vous fournir et Exact. autres, comme vous proposez avec Campus Fund. C'est des éléments qui, effectivement, c'est un peu de bon sens, comme tu l'as dit, Nicolas, mais qui est bon de se répéter et d'avoir en tête. Euh, il y a une question qui est posée, c'était un point que vous avez abordé rapidement dans la présentation, mais sur euh, les outils et tendances pour faire des présentations, vous voyez surtout quoi? Vous avez parlé de Canva, est-ce que vous en voyez d'autres? Bon, PPT Ouais, évidemment. il y a vraiment des grands qui sont majeurs. Tu as cité, tu vois, Canva, Google Slide. Après, tu en as quelques autres, tu vois, qu'on voit pas mal, Beautiful AI, Pitch, Powtoon, Genially, trucs comme ça. Euh, je peux les envoyer dans le chat. Mhm. Mais vraiment, Canva, c'est le plus intuitif et le moins cher, entre guillemets, pour faire un bon pitch deck, ou Google Slide aussi, mais qui est un peu moins intuitif et au goût du jour. On, Ouais, on- on voit, nous, le
plus beau deck qu'on ait jamais vu de notre vie, je crois, avec Romain. C'est quelqu'un qui l'avait fait sur Figma. Voilà, mais qui avait une formation de designer, donc forcément ça aide. Ça aide, clairement. Ouais, Parce que ouais, voilà, il est moins, c'est moins intuitif. Figma, exact, c'est top aussi comme outil, moins intuitif et accessible qu'un Canva, c'est clair. effectivement. Mais clairement, ça permet de faire des beaux supports. Et les beaux supports, comme vous l'avez dit, ça soutient et ça met en lumière aussi ce que vous avez à dire C'est sur clair. le fond. Là-dessus, la forme, elle est assez importante, hein, parce que quand vous avez, par exemple, des slides avec beaucoup de choses dedans, beaucoup de texte, beaucoup d'éléments, et ben, c'est à proscrire. Enfin, ce Ouais, n'est pas à exact. faire parce que clairement, là, ça veut dire que vous avez flouté le message. Et aussi, peut-être un point à avoir en tête, bah, peut-être là, voilà, c'est un bon exemple de slide assez clair. Ouais, Un one-liner, quelque chose de percutant, c'est ça. 3 points. Et peut-être même un peu trop de texte sous lack of time ou votre Ouais, événement. exact. Mais c'est ce que j'allais juste rebondir sur ce que tu disais, hein, voilà, c'est là, tu comprends l'accroche, le pain, tu le comprends direct, quoi. Tu as deux phrases, les trucs sont surlignés, enfin en gras bleu, d'une couleur différente du moins, pour souligner ce que c'est exactement le problème. Et juste en bas, c'est des chiffres, quoi. Et en plus, ce truc te fait perdre de l'argent à tout le monde. Ils n'ont pas envie de faire ça, et hop, tu passes sur le marché, quoi. Clairement. L'autre aspect aussi en lien avec cette forme, c'est la manière dont vous allez pitcher auprès de votre business angels. Souvent, on s'attend peut-être, quand on se prépare, à quelque chose de relativement scolaire, c'est-à-dire, bon, bah, on va pitcher pendant peut-être 5, 8, 10 minutes, et la personne en face va écouter sagement, sans poser de Mm. questions. Euh, non, pas forcément, c'est de l'interaction, c'est une relation, c'est de l'humain. Donc, quand vous avez un business angel qui va vous dire, ah, mais attends, mais et ça? Et vous posez une question qui est sur la slide marché, alors que vous êtes peut-être à la présentation de l'équipe. Aucun problème. C'est à vous ensuite de changer d'une slide. Pas de souci. OK, bah, je vais répondre à ta question. Hop, on passe à la slide marché, on discute. Et en fait, là, on est dans une logique conversationnelle décousue, mais qui n'est pas grave. C'est à vous de vous adapter. Vous devez connaître de façon par cœur vos slides, quitte à même ne pas avoir de pitch deck et de deck. C'est-à-dire que je parlais d'ailleurs avec une société qu'on accompagne là dans le cadre de sa levée de fonds sur cette partie pitch deck notamment. Et elle me disait, bah, j'ai eu un rendez-vous avec un business angels et je lui dis alors les slides. Elle me dit, bah, en fait, je ne lui ai même pas montré les slides. Ouais. C'était une discussion. Donc ça aussi, c'est pour imager. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ah, vous le voyez aussi. c'est vrai que c'est pas toujours dérangeant, mais franchement, ça peut l'être. Nous, on l'a fait beaucoup avec Nico quand on levait des fonds. Et souvent, les gens qui posent beaucoup de questions, c'est soit des gens impatients, soit des gens qui sont convaincus que ça marchera pas et qui veulent descendre un peu ton truc. C'est pas toujours vrai, hein, mais c'est un peu dérangeant, surtout que, en fait, la plupart du temps, comme tu l'as dit, on y répond juste après. Et donc, moi, je pense qu'il faut dire comme vous voulez, on peut le faire de manière interactive. Mais si, en fait, on commence à sentir que la personne commence à poser trop de questions, mais les choses qui vont être répondues quoi qu'il arrive dans le deck, je pense que c'est bien aussi de savoir dire, de l'idée l'échange et de dire, de toute façon, je vais y répondre dans le deck, on pourra faire une session de questions-réponses après. Mais c'est vrai que par politesse, etc., c'est quand même bien aussi de proposer le côté interactif, mais souvent, Mais c'est un bon tips. C'est-à-dire que tu poses le cadre au début. Si on voit qu'on est un peu coupé, c'est une très bonne remarque et conseil romain. Tu es coupé, soit tu dis bah ok pas de souci, on se le fait comme ça enfin, en discutant, soit non. En principe, j'ai réponse à tous les éléments là, dont tu souhaites qu'on parle. Laisse-moi, j'ai 5 minutes, je le fais comme ça, et après on en discute un peu plus en détail. Adaptez-vous. De toute façon, vous savez comment c'est hein, sur ces logiques-là. Ça change d'une personne à l'autre, mais c'est un bon point. Il reste 1 minute pour poser des questions. N'hésitez pas à la saisir, cette minute. Sinon, eh ben, on aura, allez, dernier point de votre côté et conseils à donner. S'il y en a deux ou trois conseils à donner, peu importe, un, vous choisissez. Euh, Ce serait quoi sur cette partie pitch deck? On peut arrêter le partage d'écran comme ça, on se voit nous Ouais. je pense que sur cette partie. je pense que le plus important, c'est d'anticiper. Comme si vous nous avez bien écouté pendant cette session, vous vous rendez compte qu'en fait, même quand vous n'êtes pas en levée de fonds, vous devez déjà faire un travail de fond. Pourquoi? Parce que, un, les levées de fonds prennent toujours plus de temps que prévu. Votre business peut avoir un besoin très rapide de cash et donc il faut pouvoir actionner des leviers très rapides. Et ça passe par anticiper que ce sera long. Ça passe par anticiper de comment contacter ses investisseurs, prendre un call avec la BPI en parallèle pour non dilutif, etc. Donc, moi, si j'avais un conseil, ce serait l'anticipation. Un autre conseil, Nicolas?
Écoute, je pense on en a donné pas mal le On temps en a donné pas d'hier. mal, exactement, rien, Et- c'est parfait. C'est peut-être le conseil de revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube Legals pour profiter justement de vos bons conseils et de la synthèse et des éléments pratiques et concrets qu'on a pu vous partager. On espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit côté Campus Fund, vous pouvez retrouver sur le site internet, que ce soit de notre côté Seed Legals, avec plaisir pour échanger en détail sur comment on pourrait vous accompagner dans le cadre de cette levée de fonds qui est peut-être la vôtre. En tout cas, passez une très bonne journée. Merci à vous deux. Merci Romain, merci Nicolas. On se Merci revoit Florent pour vite l'invitation. et à une prochaine. Merci Merci à Florent. tous. Salut, Merci. Ciao. ciao.